Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, affaire du jeune Sénégalais tué en Allemagne. Le corps de Mohamed Dramé attendu à Dakar ce jeudi. La famille et les organisations de défense des droits de l'homme réclament justice pour Mohamed. À la une également, la délocalisation de l'hôpital Aristide Le Dantec. Que faire des dépouilles? Plus de 50 corps sans vie non identifiés sont encore dans les tiroirs de la morgue de l'hôpital. Reportage édifiant à suivre. Des hauts conseillers des collectivités territoriales affiliés au pouvoir défendent l'utilité du HCCT. Les attaques contre la troisième institution du pays sont infondées selon ces hauts conseillers proches du pouvoir. Et puis en sport, Mondial Qatar 2022, les équipes africaines ont toutes leurs chances, estime Samuel Eto'o, le président de la FECA Foot en Afrique, en visite à Dakar en sa qualité d'ambassadeur du Qatar Coupe du Monde 2022. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le corps du jeune Mohamed tué en Allemagne à Dortmund sera à Dakar jeudi dans l'après-midi. Sa famille réclame justice. Sur Internet, une pétition à l'initiative des organisations des droits de l'homme a déjà recueilli plus de 3000 signatures selon le président du Fonds de solidarité des Sénégalais d'Allemagne. Profiter de l'occasion pour remercier tout d'abord toute la diaspora sénégalaise présente ici en Allemagne et remercier plus particulièrement l'association FONSA et tous ses membres qui ont manifesté un dévouement sans faille pour pouvoir retrouver la famille du jeune Mohamed Dramé et surtout empêcher l'enterrement précipité que voulaient les autorités allemandes. Ceci étant dit, lorsque l'État du Sénégal était au courant de ce qui s'est passé, ils ont pris les devants. L'ambassadeur s'est rendu lui-même à Dortmund pour parler avec les autorités allemandes. Donc, ce qui veut dire que nous, notre objectif a été atteint. Tout ce qu'on avait à faire, on l'a déjà fait. Et ce qui reste, c'est la bataille juridique. Et je pense que l'État va mener cette bataille et que nous espérons que cette bataille va bien être menée. Il y a eu l'association Human Rights qui a lancé une pétition qui tourne actuellement aux alentours de 30 000 signatures, qui est derrière ce combat, derrière cet assassinat, pour pouvoir lutter contre l'injustice. Et je pense que l'occasion devrait être saisie pour une fois, je dis bien, pour que l'État du Sénégal montre vraiment son vrai visage par rapport à sa communauté qui se trouve dans le diaspora pour leur vouer vraiment le respect qu'il faut. Affaire François Mancabou, la famille Mancabou demande l'ouverture d'une information judiciaire. Les proches de la victime veulent être édifiés sur les causes de la mort. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'église Les Martyrs de l'Ouganda, l'inhumation au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Reportage Habib Faye, Tierno Laurent Mehdi. C'est une église pleine de monde, la tristesse sur tous les visages, certains ne peuvent plus se retenir. François Mancabou retourne auprès de son Seigneur. Très dur. On n'a pas dormi depuis qu'il est décédé. Franck a un mental d'enfer. Il ne se laisse pas faire. Il a servi son pays. En étant très jeune soldat, il a servi son pays. Il ne mérite pas ça. Nous serons toute la population de Dieuppeul sera derrière la famille pour la lutte jusqu'à ce que justice soit faite. François Mancabou est mort dans la soirée du mercredi 13 juillet. La famille demande l'ouverture d'une information judiciaire. Les proches de la victime veulent être édifiés sur les causes de sa mort. France sa génn ci biti ni bu nekkee ci kër gi
day génn ni di foo xale bu ñu solee xale sol daal mu jëndal mu garde ko ci loxo dem jëndal ko daal. ay ñi ko def nii yal nañu yàlla àtteeg ñoom ba ca Ndar kàmm ñu di ko gis. justice bii bu am Sénégal Afrique yàlla bu samay doom màggee fii Afrique man. Arrêté avec d'autres suspects pour participation à un mouvement insurrectionnel et d'atteinte à la sûreté de l'État. Gorgui Boy faisait partie du groupe. Le 17 juin dañ ma interpellé en ville. Sur manifestation non autorisée. Mais si moi là, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. En assassinant François Mancabou, ils ont semé une graine qui permet aux Sénégalais d'ouvrir les yeux, de savoir, de comprendre, de ne plus douter que dans ce pays, le Sénégal, on torture des citoyens jusqu'à la mort. Au-delà de la demande de l'ouverture d'une information judiciaire, la famille de la victime a internationalisé l'affaire. Désormais, François Mancabou repose au cimetière Saint-Lazare. Merci Habib. Dans l'actualité également, la délocalisation des services de l'hôpital Aristide Le Dantec. Les travailleurs de l'hôpital ont eu comme comité d'accueil ce matin un fort dispositif sécuritaire. Les syndicats, membres du collectif pour la défense de l'hôpital, devaient tenir un sit-in sur le site, mais l'accès leur a été refusé. Et parallèlement, le transfèrement des services et des malades suit son cours. On voit tout cela avec Mariem Ndiaye et Alioune Diagne. Un impressionnant dispositif sécuritaire a accueilli les travailleurs de l'hôpital Le Dantec venus faire un sit-in. Ils sont interdits d'accès malgré leur carte. Idem pour la presse. L'association Cancer du Sénégal était aussi présente pour s'enquérir de la situation des malades du cancer, surtout de leur transfèrement dans d'autres structures de santé. Notre souci est de savoir que vont devenir les malades du cancer. Et nous appelons aussi la Ligue sénégalaise contre le cancer de venir soutenir ces malades-là. Personne ne nous a informés, personne ne nous a impliqués. Demander à les malades en hospitalisation, en cancéro, de sortir. Et il y avait un jeune de 19 ans qui était sous assistance respiratoire, c'est-à-dire sous oxygène, qu'on a dû sortir. Et malheureusement, il est décédé. Face à cette situation, les responsables des travailleurs de l'hôpital Le Dantec comptent faire face à la presse dans les jours à venir. Ouais, Mariam, toujours dans le cadre de cette délocalisation des services de l'hôpital Le Dantec, il y a ce volet un peu plus délicat. Il s'agit de l'inhumation des dépouilles qui se trouvent encore ce soir dans les tiroirs de la morgue de l'hôpital Le Dantec. Il y en a 55 au total, 55 corps sans vie qui seront inhumés d'ici lundi au plus tard. Reportage édifiant, Cheikh Diop et Alioune Diagne. 55 corps sans vie dans ces tiroirs, tous des inconnus. Le service d'anatomie pathologique fonctionne toujours. Nous sommes bien à l'hôpital Aristide Le Dantec. Et pourtant, cette structure sanitaire a fermé ses portes. Et parmi ces corps, donc, il y a 21 adultes ou 25 adultes et il y a une trentaine de nouveau-nés. Obligés de délocaliser ce service, ces dépouilles seront inhumées. D'ici 6 jours, c'est pour libérer cet espace. On a averti les autorités, donc la procédure est en cours donc pour avoir l'autorisation de les inhumer. Et je pense que d'ici le lundi prochain, donc, tout sera réglé et on pourra les inhumer. Un service très important, il sera fonctionnel dans d'autres hôpitaux de Dakar. C'est la raison pour laquelle nous recevons quand même énormément de corps. Et au niveau de la morgue, on a une capacité d'accueil de 24 tiroirs qui peuvent contenir donc 24 adultes au minimum. Et je pense que c'est la plus grande capacité, en tout cas cette morgue a la plus grande capacité par rapport aux autres morgues au niveau des autres structures sanitaires. Donc ici, le personnel sera redéployé au niveau de l'hôpital d'Al-Djam, donc de Guédiawaye, mais une autre partie du personnel sera redéployée à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff. L'hôpital est actuellement désert. Le gouvernement s'engage pour la reconstruction. Objectif, un hôpital de dernière génération.
Et dans les établissements d'accueil, justement, les blouses blanches ont déjà remis le bleu de chauffe. Les soins sont pratiqués à l'hôpital d'Al Al-Jam qui accueille beaucoup de services, dont la pédiatrie. Le directeur de la structure rassure les patients sur la continuité optimale du travail. Voyons tout cela avec Pape Faraning et Abdoulaye Anne. Et du matériel médical transporté dans des salles aménagées pour accueillir les malades venus de l'hôpital Aristide Le Dantec. Pour l'instant, les déplacements se passent bien et beaucoup de services commencent déjà à fonctionner. Nous avons déjà reçu depuis hier lundi 8 patients de l'oncologie pédiatrique venant de l'hôpital de Dantec et transférés par les ambulances du SAMU. Ces patients donc ont été reçus, internés également par leurs médecins traitants qui sont actuellement là en train de les prendre en charge. Ces malades sont bien installés, bien hospitalisés et je pense bien qu'ils se plaisent également dans l'hôpital. Les malades se disent satisfaits de l'accueil et du traitement reçu sur place. Ici, on était bien ici, on était content ici. Ça se passe bien, tout est correct. Ici et Dantec, c'est un peu différent. Parce que ici et Dantec, ici c'est complètement populaire. C'était cool, franchement. Et ici, c'est bien organisé. En même temps, les douches sont propres. Tout est propre, quoi. Depuis hier, un surplus de travail est constaté, mais le directeur de l'hôpital d'Al Al-Jam rassure que les malades seront bien traités. Aujourd'hui, il y a une augmentation de l'activité. On a constaté un rush. Certainement, c'est des patients de Dantec, en ophtalmologie également. Et puis, nous avons aujourd'hui aménagé 2 salles pour recevoir la chirurgie et une partie de l'orthopédie. On attend que les équipements nous arrivent de Dantec. Au-delà du personnel de l'hôpital d'Al Al-Jam, ceux de la Dantec ont renforcé le corps médical pour la continuité du travail. Dans ce contexte, Pape Farah, intéressons-nous au patronyme Le Dantec. Aristide Le Dantec fut le premier directeur de l'école de médecine de Dakar, en professionnel qui a donné son nom au centre hospitalier universitaire de Dakar. Explication, Ibou Diouf. Son nom est resté collé à l'histoire sanitaire du Sénégal. Aristide Auguste Le Dantec était chirurgien des hôpitaux coloniaux, médecin militaire français, créateur et premier directeur de l'école de médecine de l'Afrique occidentale française à Dakar. Aristide Auguste Le Dantec a donné son nom au centre hospitalier universitaire de Dakar. Membre de l'Académie des sciences coloniales, membre de la Société de pathologie exotique, Aristide Auguste Le Dantec, dit Harry Le Dantec, est né le 12 février 1877 à Loroubotoro. Il intègre ainsi l'école de service de santé des armées en 1898 et il est nommé après une année comme médecin stagiaire, médecin aide-major de 2e classe en 1999. En 1918, il est nommé au grade de médecin lieutenant-colonel. Il est affecté dans différents régiments, notamment le 28e régiment d'artillerie. Ses grandes compétences sont exploitées lors de la Première Guerre mondiale. Il est nommé en 1917 médecin-chef d'une ambulance chirurgicale divisionnaire dans le secteur de Verdun. Après la guerre, en 1918, il fonde l'école de médecine de Dakar, dont il devient le directeur pour plusieurs années. En 1921, il prend sa retraite et alors versé dans la réserve du corps de santé des troupes coloniales avec le grade de médecin principal de 2e classe. Plus tard, il est promu médecin colonel de réserve, puis en 1942 au grade de médecin général à titre honoraire. Sous l'occupation, il prend une part active à la résistance. Il est conduit en 1942 à rejoindre le général de Gaulle à Londres. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il retourne à Saint-Lunaire, dont il devient le maire de 1945 en 1953. Pendant cette période, il soutient activement la naissance de l'association des Yacht Club de Saint-Lunaire. En 1960, il prend une part déterminante dans la création de l'école de médecine d'Abidjan. Aristide Auguste Le Dantec est décédé le 27 mai 1964 à Saint-Lunaire, en France.
Merci Ebou, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire ce soir. Parlons agriculture à présent et allons dans les champs d'arachide du Saloum, lutte contre l'aflatoxine. Vous le savez, cette mycotoxine est un frein à l'exportation de l'arachide. Et bonne nouvelle, l'Aflasaf, ce produit serait efficace contre l'aflatoxine selon la direction de la protection des végétaux. Le programme était dans les champs du Saloum. Reportage Pape Maïdja au Falikaï. Élevé de l'aflatoxine sur les arachides impacte négativement les exportations du produit. Pour rendre plus compétitifs les arachides et préserver la santé des populations, le laboratoire de phytopathologie de la direction de la protection des végétaux mise sur l'Aflasave, un produit qui détruit la toxine contenue dans les arachides. La toxine est une entrave non seulement à la santé publique, et l'autre aspect néfaste de l'aflatoxine, c'est qu'il peut être une entrave également à la commercialisation de l'arachide. Donc il y a 4 conditions essentielles pour l'application du produit. C'est d'abord la dose, qui est de 10 kg à l'hectare. Ensuite, la période, c'est au niveau de la floraison de l'arachide qu'on l'applique. Il faut également que le sol soit humide et il faut appliquer 10 kg à l'hectare. Le producteur ne fera pas entrer une machine de labour dans le champ. Les producteurs et exportateurs des graines d'arachide Copega, qui travaillent sur ce plan de lutte contre l'aflatoxine, soutiennent que l'Aflasave va révolutionner la filière arachidière. Je pense qu'il y aura un prix différentiel et que le marché européen est beaucoup plus intéressant que le marché chinois. Je pense que si cette vulgarisation est réussie et que tous les producteurs accèdent à ce produit, je pense qu'on va assister à une révolution de la filière arachidière. Pour traiter 1 hectare d'arachide avec l'Aflasave, il faut débourser 10 000 francs. Les paysans demandent à l'État de subventionner ce produit. Demandons à l'État de subventionner le produit. Ce sera très difficile pour un paysan qui n'a pas les moyens de pouvoir acheter de l'engrais, des semences et ensuite ce produit. Dans le cadre du programme de lutte contre l'aflatoxine, beaucoup d'hectares d'arachide dans le Saloum ont été traités avec l'Aflasave. Tout autre chose à présent, des hauts conseillers des collectivités territoriales proches du pouvoir défendent l'utilité et la pertinence de la 3e institution du pays. Prenant le contre-pied de l'opposition sénégalaise, ces hauts conseillers prônent le maintien du HCCT qui affiche selon eux un bilan satisfaisant en 5 ans d'existence. Leur conférence de presse a été tenue ce matin, compte rendu Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est attaqué de toutes parts par l'opposition. Les hauts conseillers sont montés sur le grand chevaux pour dénoncer l'attitude de l'opposition qui, selon eux, dénigre l'institution depuis l'annonce des élections. On trouve au niveau du Haut Conseil des conseillers de Tahaou Dakar, des conseillers du PDS, des hauts conseillers de l'UCS, et d'autres coalitions. On vit un phénomène inédit. Dans le Haut Conseil des collectivités territoriales, parmi les membres de l'opposition aujourd'hui qui dénigrent l'institution, étaient des hauts conseillers, nombreux d'entre eux, et qui ont siégé pendant 5 ans. Face à la presse, les hauts conseillers n'ont pas manqué de démontrer l'utilité du Haut Conseil des collectivités territoriales dans l'attelage des institutions. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, représentative des collectivités territoriales, spécialisée sur les questions de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire, de promotion de la gouvernance locale et du développement territorial, qu'il étudie pour en donner des avis motivés destinés à son Excellence, Monsieur le Président de la République. En 5 ans, cette assemblée consultative a obtenu des résultats probants. Le Haut Conseil des collectivités territoriales a élaboré de nombreux avis et recommandations, des contributions, des études sur des thématiques aussi variées et en cohérence avec les 3 axes du plan Sénégal émergent
et aux préoccupations des populations. D'ailleurs, les hauts conseillers comptent suggérer au chef de l'État Macky Sall de mettre à profit son mandat à la tête de l'Union africaine pour l'opérationnalisation du Haut Conseil des autorités locales de l'Union africaine dont le siège sera à Dakar. Saisie de 162 kg de chanvre indien à la plage de Tero Baïsogui. La marchandise provient de la Casamance selon la chef du service du commissariat d'arrondissement de Rebeuss, Khadijatou Sall. 4 individus ont été interpellés dans la nuit du samedi au dimanche par la police de Rebeuss. La commissaire Khadijatou Sall que voici. C'est à travers une information anonyme relative à une arrivée prochaine par voie maritime en provenance de la Casamance d'une quantité assez importante de chanvre indien que nous avons mis en place un dispositif discret sur la plage de Koussoum depuis le vendredi 13 aux environs de 20 h. C'est le samedi, la nuit du samedi, vers 23 h, qu'on nous a informé que le produit allait être débarqué vers la plage de Soumbédioum. Toutefois, c'est vers 2 h du matin que la pirogue transportant les sacs de chanvre indien ont été saisis au niveau de la plage de Tero Baïsogui sur la corniche est. C'est ainsi que 3 individus ont été interpellés sur place en même temps que la pirogue et son contenu, c'est-à-dire les 162 kg de chanvre indien. À Rufisque, des quartiers du centre-ville subissent des inondations à cause de l'arrêt des travaux du canal central et la vétusté de la station de pompage sur le canal Baudin. Pour soulager les riverains, une pompe électrique d'une capacité de 6000 m3/h a été installée au niveau de la station de pompage Baudin, située au quartier Kerikao. Les populations qui se réjouissent de cette initiative de la mairie demandent en même temps la réhabilitation du canal qui traverse le quartier. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamp. Kerikao, Kerissouf, le centre-ville de Rufisque a été toujours épargné par le phénomène des inondations. Aujourd'hui, ces quartiers sont confrontés à des problèmes d'évacuation des eaux de pluie. La station de pompage du canal Baudin ne joue plus son rôle. Pour soulager les riverains, une pompe électrique de 600 m3/h a été installée au niveau de la station. Renforcer la capacité de la station de pompage en installant une électropompe submergée à haute performance d'une capacité de 600 m3/h, accompagné aussi de son coffret de commande, ainsi que des tuyaux de refoulement d'une trentaine de mètres en acier galvanisé. Pour régler définitivement ce problème, l'État doit achever les travaux du canal central et réhabiliter la station sur le canal Baudin, estime le directeur des services techniques de la mairie-ville. Volume d'eau important qui sont drainés par le canal central, qui devraient normalement se déverser à la mer à travers l'exutoire de Mérina, font un retour au niveau du centre-ville et créent des inondations au niveau du sous-bassin versant du canal Baudin. Donc malheureusement, ces volumes d'eau importants créent une situation d'inconfort et d'insécurité pour les populations. Le canal, avec ses nombreux trous, devient un danger pour les habitants de Kerikao, d'où leur appel à l'aide à l'État. Il y a des ouvertures dues à la vétusté et tout ça. Mais si nous pouvons avoir des solutions atténuantes, à savoir la réfection de certaines parties et tout ça, ça pourra améliorer. Il y a maintes fois des accidents liés à ça. Des gens qui n'habitent pas ici, n'étant pas conscients, entrent dedans. À Rufisque, beaucoup d'infrastructures d'assainissement sont en cours de réalisation.
Alors maintenant, dans le sud, lutte contre la coupe clandestine de bois en Casamance, le programme national de biogaz outillage les entrepreneurs à l'utilisation des produits alternatifs. La finalité est double en ce sens qu'elle permet aussi à ces entrepreneurs d'accroître leur potentiel en termes de ressources financières à travers l'utilisation de biodigesteurs. Un atelier s'est tenu à cet effet à Ziguinchor sur la question. Écoutons le professeur Lat Ndiaye, enseignant-chercheur en sciences physiques à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. L'atelier qui nous a réunis aujourd'hui porte sur des propositions de valeur de produits biosourcés. Les biodigesteurs, donc comme vous le savez, ce sont des biodigesteurs qui sont promus par le PNB, le Programme national de biogaz. Donc on propose aussi des solutions de panneaux isolants pour les matériaux de construction. Donc c'est 5 produits sur lesquels nous sommes en train de réfléchir pour proposer des valeurs à la fois sur le produit, mais aussi pour répondre aux exigences du client, le consommateur, la population, les agriculteurs. On met des solutions qui sont basées sur des actions de recherche et développement et qui pourront derrière s'imprégner de ces solutions pour en faire leur propre commerce, leur propre activité. Donc on est là pour ça, pour aider ces populations, pour aider ces entrepreneurs à accroître leur potentiel en termes de ressources financières en répondant à des besoins qui existent et qui participent à une meilleure vie des populations, mais aussi à préserver l'environnement pour lutter contre la déforestation. Le programme national de biogaz qui outille les entrepreneurs à l'utilisation des produits alternatifs. Fenêtre sur le monde dans l'actualité internationale, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Soudan et la Libye où le gouvernement d'union nationale a opposé un refus à la candidature du Sénégalais Abdoulaye Bathily, vous le savez, proposé aux membres du Conseil par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Le récit de Daniel Diouf. La Libye, toujours opposée à la nomination d'un nouvel envoyé spécial de l'ONU pour représenter l'organisation dans ce pays. Tripoli réclame que son avis soit pris en considération lors du choix du prochain émissaire. Son représentant à l'ONU a appelé à des discussions préalables, sérieuses et profondes avec les Libyens avant de procéder au vote pour éviter un échec de dernière minute. La Libye dit souhaiter que l'envoyé spécial soit africain. Nous allons être plus sélectifs. Nous cherchons une personnalité plus compétente et connaisseuse du dossier, a estimé le représentant libyen à l'ONU. Tripoli a opposé un refus clair à la candidature du Sénégalais Abdoulaye Bathily, proposé aux membres du Conseil par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Le gouvernement d'union nationale libyen soutient plutôt la candidature de l'Algérien Sabri Boukadoum, qui a été refusée par surprise par les Émirats arabes unis et les États-Unis. Et puis Raila Odinga, le candidat malheureux à la présidentielle kenyane, a qualifié de parodie les résultats annoncés lundi par le président de la commission électorale qui a donné son adversaire, William Ruto, vainqueur du scrutin. Raila Odinga s'est exprimé ce mardi de son quartier général. Au moins 75 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'habitations endommagées au Soudan en raison des pluies torrentielles qui s'abattent depuis le début de la saison des pluies en mai. Les dégâts sont considérables. Quelques 24 000 maisons et 2 douzaines de bâtiments gouvernementaux gravement endommagés. Environ 136 000 personnes ont été touchées par les fortes pluies et les inondations dans 12 des 18 provinces du pays, selon la commission d'aide humanitaire gérée par le gouvernement. Les inondations ont également affecté 238 établissements de santé. Et puis, le charbon sud-africain de plus en plus prisé en Europe. Les exportations du combustible fossile vers le vieux continent ont été multipliées par 8 au cours des 6 premiers mois de l'année par rapport à 2021. Elles ont augmenté d'environ 720%, passant d'un demi-million de tonnes au premier semestre 2021 à 4 millions de tonnes au premier semestre 2022. L'embargo sur le charbon russe décidé par les pays membres de l'Union européenne est officiellement entré en vigueur le 10 août dernier. Jusqu'ici, les pays de l'Union européenne importaient 45% de leurs besoins en charbon de la Russie et c'est notamment vers le pays d'Afrique australe que les 27 se sont tournés.
Et puis un mot de sport, Samuel Eto'o est à Dakar. Selon lui, les équipes africaines ont toutes leurs chances au Mondial Qatar 2022. Le président de la FECAFOOT est au Sénégal en sa qualité d'ambassadeur du Qatar Coupe du Monde 2022, compte rendu de sa conférence de presse tenue cet après-midi. Cher Sadibou Diarra et Younous Diatta. Qatar 2022, la plus belle Coupe du Monde de l'histoire en perspective. Pour Samuel Eto'o, ambassadeur de l'événement, cela ne fait aucun doute. Le pays offre les infrastructures et le cadre de vie propice à tout épanouissement. On ne vole pas à Doha. Il n'y a pas de drogue à Doha. Il n'y a pas d'agression à Doha. Doha, c'est une ville très très belle où vous pouvez profiter de beaucoup trop de choses. Vous pouvez vous amuser. Ceux qui aiment parfois se détendre après les maths, avant les maths, en buvant un petit verre, ça sera autorisé. Prenez votre ticket, trouvez vos billets d'entrée au stade, parce que je suis convaincu que ça sera la plus belle Coupe du Monde jamais, mais jamais organisée. Eto'o estime aussi qu'au Mondial Qatar 2022, le Sénégal, champion d'Afrique de même que les 4 autres représentants africains, auront tout pour triompher. Que c'est la Coupe du Monde idéale pour nous Africains, pour gagner cette Coupe du Monde. Notre unique problème en Afrique, c'est que nous ne croyons pas suffisamment à nous. Pourtant, nous sommes les meilleurs. Ayant des joueurs comme mon petit frère Sadio, il est normal qu'on ne rêve plus seulement, qu'on travaille pour devenir numéro 1. Il faut que l'Afrique soit au podium et comme numéro 1. Si c'est le Cameroun, je serai très très heureux. Si c'est le Sénégal, je le serai autant. La légende du football camerounais et panafricaniste convaincu plaide pour plus de places accordées à l'Afrique au mondial. Il vote également Sadio Mané pour le Ballon d'Or. Nous devons demander qu'ils aillent encore beaucoup plus loin. Et aller beaucoup plus loin, c'est de permettre à l'Afrique d'avoir beaucoup plus de places. Parce que nous sommes 54 membres de cette confédération qui est la plus grande. Mais aujourd'hui, nous avons le meilleur footballeur au monde, Sadio Mané. Au Sénégal, pour la vulgarisation du Mondial Qatar 2022, durant 48 heures, Samuel Eto'o est sur un terrain conquis. Le 12e Gaïndé a chanté ses louanges en guise d'hospitalité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info dans un instant avec Pape Abdoulader et son invité ce soir, le docteur Bakar Dia. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.